Sécurité sociale, lui, est prévu demain à l'Assemblée nationale. Il était passé de justesse la semaine dernière. Le pape Léon XIV appelle à mettre un terme à la violence antisémite et à la haine. Déclaration dans un discours au Vatican au lendemain de l'attaque sur une plage de Sydney en Australie. Elle a fait 15 morts et une quarantaine de blessés. Les deux assaillants sont un père de 50 ans et son fils de 24 ans. Le premier a été abattu par la police. Le second, blessé, est toujours hospitalisé dans un état critique. Nouveau pour parler autour de la paix en Ukraine pour Volodymyr Zelensky aujourd'hui. Le président ukrainien est toujours en Allemagne, à Berlin, pour discuter avec les négociateurs américains, avec au cœur des échanges l'abandon de la région du Donbass au profit de la Russie. Enfin, on l'a appris à la mi-journée, François Bayrou est actuellement hospitalisé à Pau. L'ancien Premier ministre souffre d'une grippe très sévère, indique la mairie de Pau. Elle précise que son état de santé s'améliore, mais qu'il ne pourra pas participer ce lundi soir au conseil municipal, ni jeudi au conseil communautaire. C'est la fin de cette édition. Bon après-midi. Tout de suite, nous retrouvons Jean-Paul Delperrier pour le résultat des courses. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Brigitte, bonjour à tous. Nous étions aujourd'hui sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer pour le Quintet, qui a vu la victoire il y a quelques instants du numéro 8, le Colombard, à 15 contre 1. Deuxième, le 10, Linfield. Troisième, le 16, Montserrat, qui était proposé à plus de 40 contre 1. Quatrième, le 5, Cadover. Et cinquième, le 2, Family Speed. 8, 10, 16, 5, 2 pour la bonne combinaison. Merci Jean-Paul Delperrier. Et ces résultats, vous les retrouvez sur sudradio.fr. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous allons passer ces 2 heures ensemble sur Sud Radio et on va penser, on va ruminer, on va réfléchir, bref, on va parler de ce petit vélo dans la tête qui tourne en rond et qui nous empêche de réfléchir intelligemment. Quand il ne nous empêche pas de dormir d'ailleurs, qui n'a pas connu cette situation en pleine nuit suite à un souci un peu important, eh bien oui, on pense, on repense, on dépense, on repense, bref. Notre cerveau ne s'arrête jamais, alors ça c'est une vérité absolue pour tout le monde, mais, et ça c'est la bonne nouvelle, on peut profiter de ce cerveau au contraire, pour non pas subir ces ruminations négatives, mais en faire quelque chose. Et c'est Yves-Alexandre Talman, mon invité, qui est professeur en psychologie et qui aime bien nous aider à mieux gérer nos émotions ou qui a tendance aussi encore à déconstruire les idées reçues. Il va particulièrement aujourd'hui nous apporter une vision nouvelle de ces ruminations mentales. Alors, il ne nous dit pas de le stopper, ce petit vélo dans la tête, pour la bonne raison que c'est impossible, mais il va vous aider à apprivoiser vos ruminations mentales. Et si vous avez besoin de conseils, parce que vous avez tendance justement à beaucoup ruminer, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Vous pouvez également envoyer un SMS, Brigitte au 7 20 18. Yves-Alexandre Talman, merci d'être avec nous. Alors, j'avoue que quand j'ai reçu ce livre, Éloge des ruminations mentales, bon alors je vous connais, avec vous il n'y a jamais de surprise, mais là quand même j'ai été un peu surprise. C'est aux éditions Odile Jacob. Alors, transformer les pensées envahissantes en alliés, ça c'est le sous-titre. Bon, et puis c'est vrai, une fois qu'on rentre dans ce livre, on se rend compte qu'en effet, on peut peut-être faire quelque chose de ce vagabondage mental et de nos rêveries, et donc je vous écoute. Oui, bonjour. C'est effectivement une façon, on va dire, un petit peu originale d'aborder les ruminations mentales, parce que si on regarde à l'heure actuelle, on entend souvent qu'il faut revenir dans l'instant présent, donc les pratiques méditatives, revenir dans les sensations du corps. Et puis moi, je me suis posé la question un peu autrement, à savoir quel était l'état de la recherche par rapport à ces mécanismes de rumination, et puis surtout à quoi ils pouvaient nous servir plutôt que nous desservir. Et là, ça devient intéressant parce qu'effectivement, on a de nouvelles pistes pour se réapproprier, pour apprivoiser à nouveau ces ruminations mentales. Alors en même temps, vous n'êtes pas totalement contre l'instant présent, et vous êtes un petit peu contre, oui, tous ces gourous du yaka faucon, bien sûr, mais vous n'êtes pas contre l'instant présent. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est une phrase qui est toute bête comme ça, mais j'ai trouvé ça très intéressant. On comprend, mais on ne décomprend pas. C'est très juste ça. On peut arriver à comprendre les choses, mais on ne les décomprend jamais finalement.
C'est ça, une fois qu'on sait quelque chose, c'est difficile de se mettre dans la peau de celui qui ne savait pas ou de celui qui ne sait pas. C'est aussi valable quand on essaie de convaincre ou en tout cas d'amener des interlocuteurs sur notre position. Hein. C'est toujours difficile de se dire que l'autre n'a pas nos connaissances, effectivement. Et puis, il y a tout un endroit aussi que j'ai trouvé très intéressant et qui peut peut-être aider ceux qui nous écoutent. Vous travaillez beaucoup sur les émotions et vous avez fait toute une liste de mots qui peuvent traduire une émotion de peur, de tristesse ou de colère. Et ça peut vraiment aider parce que c'est vrai que souvent, moi j'entends les personnes qui me disent j'ai peur, mais au fond, derrière le mot peur, ils savent pas très bien quoi mettre. Et là, vous nous mettez... c'est vrai que si on a peur et qu'on est affolé ou si on est inquiet, c'est pas la même chose, quoi. C'est tout à fait ça. On pourrait parler d'analphabétisme émotionnel. Certains chercheurs, certains psychologues disent que ça s'appelle de l'alexithymie, hein, pour être savant. Alors, pas tout à fait. L'alexithymie, c'est plus que ça. C'est un trouble où il y a une impossibilité. Tandis que là, je parle de vous et moi, de chacun, chacune, où on a du vocabulaire, mais pas assez précis, ce qui fait qu'on est très, très, très vite limité. Et alors, l'alexithymie, c'est un trouble, ça a des conséquences bien sûr beaucoup plus graves, mais si on prend une personne qui a que 3 mots pour décrire sa peur ou sa colère, vous voyez qu'elle est très vite limitée dans sa communication et c'est difficile d'être précis et nuancé. Donc, un encouragement à étoffer son vocabulaire émotionnel pour pouvoir identifier. Et on a aussi compris que c'était pas que de la communication, de mettre des mots sur nos émotions. C'est aussi une technique de régulation de l'intensité émotionnelle, donc de gestion de l'émotion. Et puis vous faites aussi la paix avec la rêverie, qui finalement permet de la créativité. Alors c'est ça, vous disiez en exergue, notre cerveau ne s'arrête jamais. Heureusement, parce que quand il s'arrête habituellement, c'est définitif. C'est pas très bon signe, oui. C'est ça. Mais alors, effectivement, on sait maintenant que ce qu'on appelle ce réseau du mode par défaut, autrement dit, ces pensées qui surgissent dans notre champ de conscience, comme ça, quand on fait pas une autre action, sous la douche ou en randonnée ou lorsqu'on pratique un sport de fond, en fait, c'est un travail que fait notre cerveau pour réorganiser, on va dire, ses connaissances dans la mémoire, mais aussi pour créer de nouveaux liens, donc ce qu'on appelle la créativité, de voir les choses sous un angle nouveau, le fameux Eureka d'Archimède dans son bain, comme on le disait pour la petite histoire. Mais si on y réfléchit, c'est souvent à ces moments de creux, voire d'ennui, qu'on a de bonnes idées qui apparaissent dans notre esprit. Oui, absolument, je suis bien d'accord avec vous. Et puis, vous donnez on va donner un premier conseil que l'on trouve dans votre livre Éloge des ruminations mentales. Quand on est trop à ruminer désagréablement, il faut essayer de penser à quelque chose de captivant. Il faut essayer de diriger notre cerveau sur quelque chose qui nous plaît ou qui en tout cas peut nous exciter un peu plus. Oui, alors on pourrait parler de ensemencer, justement la rêverie. Et on l'a remarqué, du reste, on parlait de méditation, de l'instant présent, mais chez les grands méditants, je pense là à des personnes qui ont beaucoup de pratiques, par exemple Mathieu Ricard ou d'autres, mais on a remarqué que chez ces gens-là, la zone du cerveau qui était liée à la conscience de soi ou au jeu, à la mémoire qu'on appelle autobiographique, s'allumait, entre guillemets, moins que chez le commun des mortels. Autrement dit, c'est comme si cette rêverie se décentrait de soi, de son ego, pour capter, on va dire, d'autres idées, pour se laisser vagabonder sur d'autres thèmes. Eh bien, on va voir ce que nos auditeurs ont à nous dire. Alors, c'est vrai que moi, je parle souvent beaucoup du ressenti. J'ai tendance à considérer que c'est par nos ressentis qu'on arrive à être mieux connecté à soi-même. Vous êtes totalement d'accord ou pas avec ça ? Alors, c'est une partie absolument essentielle et depuis quand même plus d'une décennie, avec l'intelligence émotionnelle et ces courants-là, on sait que c'est pas on va dire une façon scientifiquement étayée que de séparer le ressenti de la raison, de la rationalité, comme les philosophes avaient tendance à le faire, Descartes et autres. Donc c'est partie intégrante de nous-mêmes, ça vient nourrir la réflexion et donc
moi, je dirais que c'est un tout, hein, le ressenti et la raison, la pensée, on va dire, même rationnelle, qui peuvent nous aider justement à nous adapter au mieux à ce que la vie attend de nous, à notre univers. Eh bien, c'est Steve, dans un instant, qui va justement prendre la parole et qui a envie de parler justement de méditation, de sport également. Et vous pourrez réagir, et bien sûr, Yves-Alexandre Talman avec Steve dans un instant. Sud Radio, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes aujourd'hui avec Yves-Alexandre Talman qui nous propose de ruminer intelligemment et on va voir ce que Steve a envie de lui dire. Bonjour Steve, merci d'être avec bonjour. Nous. Merci à vous. Bonjour à vous et bonjour à votre invité. Yves-Alexandre Talman qui est avec nous. Oui, bonjour. Bonjour monsieur. Oui, donc concernant les pensées, écoutez, personnellement, ça me parle parce que je suis déjà quelqu'un d'assez... Alors, je ne sais pas si c'est en lien, ce que je vais proposer, mais je suis quelqu'un de très cérébral, en fait. Donc, est-ce qu'on peut lier à cela aux pensées ou c'est un état psychologique autre? Oui. Alors, qu'est-ce que vous appelez cérébral? Parce que ça peut vouloir dire plusieurs choses. Oui. En fait, je suis quelqu'un qui... Je suis tout le temps en hyperactivité, si je peux dire mentale. C'est-à-dire que sans arrêt, j'ai besoin de me nourrir, de faire quelque chose, etc. Que mon mental ou mon esprit soit centré sur quelque chose et toujours en quête de quelque chose, vous voyez. Ça fait toujours en ébullition, en fait. Voilà. Donc, se mêle à cela les pensées, oui, effectivement, mais tout en activité cérébrale concernant... principalement, vous voyez, la créativité, vous voyez, par exemple. Mais par exemple, si je sais pas, je dis n'importe quoi, mais si vous regardez un film, votre esprit va continuer quand même à penser à autre chose ou vous avez du mal à vous concentrer, par exemple? Alors, paradoxalement, non. Ah bon, alors si vous voulez, d'hyper focus sur une tâche. Je parle au niveau de la création. Hein, j'ai entendu monsieur Talman qui le proposait par rapport à la créativité. Et ça me parle beaucoup puisque je suis en plein dedans. Donc, je suis hyper focus sur une tâche. Mais immédiatement, je peux me projeter dans quelque chose d'autre, penser à quelque chose d'autre à créer. Vous voyez ? Donc je suis focus sur une tâche et ensuite immédiatement je rebondis sur quelque chose sans arrêt. Ça peut être par exemple regarder un film, donc créer, je fais beaucoup dans la création. Ensuite en quête de savoir ou de connaissances, vous voyez, tout le temps. Donc en fait, au-delà du fait que pour ma part... Oui, mais est-ce que, à vous écouter, j'ai pas l'impression que ce soit qu'il y ait un problème. Vous avez un esprit très vif, quoi. Je sais pas, qu'est-ce que vous entendez, Yves-Alexandre Talman, dans ce que nous dit Steve ? Oui, je rebondis sur le terme de hyperactivité mentale. On peut être hyperactif au niveau physique, hein. On le voit par exemple chez des enfants qui bougent tout le temps, qui peuvent pas rester assis sur une chaise, mais on parle aussi d'hyperactivité mentale avec une effusion de pensées. Par contre, du moment où il est possible de focaliser l'attention, effectivement, ça devient plutôt un avantage que quelque chose qui peut nous troubler. Oui, je considère pas cela comme un frein. Qu'est-ce qui vous embête en fait? Qu'est-ce qui vous pose question? En lien avec cette, si je peux dire, comme je suis, au niveau mental, il y a aussi des pensées qui, pour moi, les pensées sont liées beaucoup à deux espaces-temps, vous voyez, le passé et le futur. Et il m'arrive, par exemple, dans cet état, de penser à des choses qui ont été, et une projection, si vous voulez, par rapport à ce que je souhaite ou vous voyez, au lendemain. Donc du coup, ça fait énormément de choses en moi, si vous voulez, pour arriver. Par exemple, je le fais, mais c'est pas sans effort quand même, d'être focus sur quelque chose dans ce fameux instant présent. Et du coup, la piste que j'ai trouvée, c'est essayer de m'apaiser, si vous voulez, physiquement, pour que je puisse être un peu plus dans cet état présent. Donc vous voyez, c'est tout ça en fait. Donc je peux très facilement, par rapport à une tâche que je fais, de suite des pensées liées au passé et donc au futur. Donc du coup, là c'est assez perturbant pour moi parce que j'ai un petit peu de mal à me recentrer tout doucement et à m'ancrer sur ce fameux instant présent. En plus de cette activité mentale qui est assez intense en fait. Oui, c'est ce qu'on peut entendre très souvent, hein, de toute façon. Yves-Alexandre Talman, qu'est-ce que vous répondez à Steve ?
Alors, il y a aussi une autre piste qu'on peut proposer. J'entends aussi ici la centration sur le moment présent, donc que ce soit méditation, respiration, donc des techniques plutôt aussi corporelles pour nous aider. Mais on peut aussi essayer de différer, et c'est une stratégie qui marche bien, qui est utilisée en psychothérapie, de différer le moment de la rumination. Vous voyez, je prends l'analogie du facteur ou de la factrice qui vient nous amener un courrier important. On peut essayer de s'isoler, de ne pas entendre le coup de sonnette, mais tant qu'on n'aura pas pris le message important, ça va continuer. Et on pourrait considérer que notre cerveau, s'il nous renvoie dans le passé, c'est pas pour rien non plus, hein. Donc c'est comme s'il y avait une tâche encore en suspens ou une leçon à tirer de tout ça. Mais par contre, c'est pas forcément le bon moment. Si je suis dans une activité professionnelle, une conversation avec quelqu'un, c'est peut-être pas le moment de revenir dans le passé. Et là, on peut négocier en quelque sorte avec son cerveau en différant le moment. Ça consiste à se dire, pas maintenant, mais par exemple à 18h ou à la pause. Non pas dire je veux revenir dans le moment présent puis je veux plus en entendre parler, hein, mais dire c'est pas le moment et j'y consacrerai de l'énergie le moment venu. Et ça, habituellement, ça permet aussi de calmer les ruminations sur le moment. Et vous voulez dire que ça marche? C'est-à-dire notre cerveau, il dit bon, ok, d'accord, je reviendrai à 18h. Alors, les études qui ont été faites à ce propos-là montrent que c'est efficace. Effectivement, on l'utilise en psychothérapie. Ce qui est drôle, bien évidemment, vous l'avez compris, c'est quand arrive 18h et que c'est le moment de ruminer, parfois on se dit en fait c'est pas si important, maintenant je préfère faire autre chose. Donc c'est un petit peu comme ces to-do list, hein, en quelque sorte. Du moment où on agende une tâche, elle nous sort de l'esprit. C'est un petit peu la même chose. Donc même quelque chose qui nous préoccupe, on peut comme ça le différer, ou en tout cas le mettre dans son agenda, de sorte que ça obnubile plus autant la conscience et qu'on peut passer à autre chose. Oui, pardonnez-moi, je me permets de rebondir. Je vous remercie. Je vous remercie de votre piste parce que, c'est ce que je fais et effectivement, ça marche. C'est-à-dire que je dois me prioriser, si vous voulez, certaines tâches. Parce que dès le matin, par exemple, c'est instantané. Alors, je ne sais pas si c'est ce fameux insight dont on entend parler, une instantanéité, vous voyez, de la pensée qui vient et des fois des souvenirs, des choses d'il y a une dizaine d'années, peu importe. Et puis, 3 secondes après, je peux me projeter dans le futur. Donc, en fait, ce qui m'aide aussi à me poser, à me centrer un peu plus et me concentrer du coup un peu plus, c'est la respiration. Vous voyez, par exemple, pour moi, c'est assez bénéfique. Je fais des exercices de respiration pour arriver à mais faire baisser un petit peu cette fréquence qui monte. Et du coup, ça me permet, si vous voulez, en plus de cette liste que je me fais, donc de prioriser, d'essayer de canaliser un petit peu ces pensées, qui est un mouvement naturel, en fait. C'est impossible de l'arrêter. Donc, on fait avec. Oui, bien sûr. Cette liste, oui, je vous remercie parce que c'est vraiment aidant. Vraiment, je confirme. Enfin, pour moi, en tout cas. Vous avez dit le mot, hein. De toute façon, on fait avec, et ce qui est juste important, c'est en effet de pas se laisser envahir par des pensées qui seraient trop négatives, et notamment quand on ressasse le passé avec des choses des erreurs qu'on a faites. Si on est sans cesse en train de se flageller, c'est pas très intelligent. Et puis, ce que je trouve, je ne sais pas ce que vous en pensez, Yves-Alexandre Thalmann, mais je trouve que quand on se concentre sur la respiration, ça évacue de toute façon le stress, donc c'est de toute façon toujours très bénéfique. Tout à fait. Là aussi, on a quand même pas mal de recherches maintenant qui établissent les effets bénéfiques. Alors, on pense à la cohérence cardiaque, hein. Une respiration sur 5 secondes, inspire, 5 secondes et expire. Après, il y en a d'autres. Mais ça permet aussi de refocaliser l'attention, en l'occurrence sur les sensations corporelles. Le cas échéant, on peut aussi utiliser ce qu'on appelle un mantra, c'est-à-dire une sorte de phrase qu'on pourrait se répéter mentalement, hein, qui vient aussi prendre la place de ces pensées foisonnantes. Eh bien, écoutez, Steve, merci en tout cas de votre appel. On va continuer dans un instant avec le Love Conseil, qui s'adresse plutôt aux femmes, puisque c'est comment garder son homme. Et puis ensuite, on va éventuellement peut-être vous offrir un petit cadeau de Noël encore. Hein. C'est pas, ça approche. On se retrouve dans un instant. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil.
Eh bien, Yves-Alexandre Talman, voilà le conseil pour garder un homme. Alors, c'est un vieux dicton que vous connaissez certainement, hein, pour garder un homme, on le tient par le ventre et par le sexe, ce qui veut dire qu'il faut bien faire la cuisine et bien faire l'amour. Alors, c'est peut-être un peu schématique, et donc je vous propose quand même quelque chose d'un peu plus subtil pour continuer, continuer à séduire son homme et pour qu'il n'ait pas envie de partir. En fait, il y a 4 efforts à faire. Alors, quand je dis effort, c'est une façon de parler, hein, c'est pas forcément des efforts. Alors, premièrement, il faut quand même se maintenir physiquement. C'est pas la question de prendre du poids, tout ça, c'est pas très grave, mais pas de laisser aller. Les hommes n'aiment pas le laisser aller, cela dit, les femmes non plus. Deuxièmement, il faut éviter les critiques. Et ça, c'est vrai que les femmes sont très fortes pour les critiques, donc il faut un petit peu faire attention à ça. Troisièmement, et là, ça demande une véritable acceptation de la jante masculine. Il faut accepter de ne pas toujours être comprise et écoutée. Et quatrièmement, il faut être patiente, parce que si on respecte les 3 premiers conseils, eh bien l'homme tout doucement va s'ouvrir, va se détendre, tout en restant un homme. C'est assez juste, hein, non, Yves-Alexandre Talman, si on veut continuer à vous garder, ça marche, non ? Alors moi je dirais que parmi les 4 conseils que vous donnez, il y en a un que je mettrais tout en haut de la liste, oui. Et je pense que les autres pourraient découler. C'est l'absence de critique, mais mettons le tournant positif, c'est-à-dire gratification. En définitive, on est tous les mêmes, nous les êtres humains, dans ce sens que on a un besoin quand même de valorisation, de reconnaissance, comme on l'appelle. Et donc, si je suis avec quelqu'un qui me critique, eh ben, j'ai juste une envie, c'est de ficher le camp. Par contre, si je suis avec quelqu'un qui me valorise, c'est tout autre chose. Oui, on sait que les hommes ont énormément besoin d'être admirés. Alors les femmes aussi, mais je crois les femmes aussi. Non, mais je crois que ça c'est plus encore chez les hommes. Il me semble. Bref, en tout cas, je vous l'avais dit, je vais vous proposer de peut-être gagner ce cadeau de Noël qui est au pied du sapin de Sud Radio. C'est un pack de 2 jouets dont des accessoires Lelo. Il y a notamment une magnifique bougie de massage. Si vous voulez gagner ces 2 jouets Lelo, vous envoyez sapin par SMS au 7 20 18 et l'un d'entre vous sera tiré au sort. Bonne chance à tous. Eh bien, on va aller retrouver le petit vélo de Jules qui est avec nous. Bonjour Jules. Oui, bonjour Brigitte. Bonjour, il tourne, il a déjà fait des milliers de kilomètres. Oui, il déraille pas le vélo, il déraille pas. Pas de souci. C'est fiable. Mais arrêtez de pédaler, enfin. C'est mon côté sportif. Voilà. Ben oui. Non, mais c'est vrai, on a tous ce problème-là. C'est pour ça qu'avec Yves-Alexandre Talman, on va peut-être un peu respirer pendant ces 2 heures. Éloge des ruminations mentales, c'est aux éditions Odile Jacob. Alors racontez-nous, Jules, comment ça se passe chez vous ? Alors moi, en fait, si vous voulez, je tourne un peu en boucle 2 sujets de mon ex-femme et d'une aventure que j'ai eue avec une femme très exotique et je n'arrive pas à sortir de ce cercle-là et ça m'empêche même de faire de nouvelles rencontres parce que je me mets en rencontre à avoir ce vélo qui redémarre et qui me fait ressurgir ces deux fréquentations, quoi. Au-delà du côté nocturne où là dans la nuit, dès que je me réveille, etc., ça n'a pas de cesse, quoi. Vous voulez dire, dès que vous vous réveillez, vous pensez à l'une ou l'autre de ces femmes, avec évidemment, j'imagine, des pensées qui ne sont pas positives. Si. Donc, mon ex-femme avec qui j'ai vécu quand même longtemps, on a eu une belle vie avec des grands projets, des enfants, etc. J'occulte dans ses pensées tout le côté négatif qu'il y a pu avoir et je revois que les côtés positifs. Et avec l'autre personne, il n'y a eu que du positif. Donc, bien évidemment, il y a que les... Donc, ça voudrait dire que vous êtes focalisé sur le positif de ce qui s'est passé, mais en même temps, ça vous accroche au passé et ça vous empêche de tourner la page. C'est ça que vous voulez dire ? Complètement, oui. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec Jules ? Alors, quand on parle de rumination mentale, on parle de penser, de repenser, on y pense encore et encore, d'où le terme de rumination, ressassement. On doit quand même garder à l'esprit que la pensée a une finalité qui est l'action. En anglais, thinking is for doing. Donc,
penser, c'est pour faire. Et quand on ne fait pas, on tourne, on tourne en boucle. Donc là, la question qui apparaît, c'est ok, alors je peux penser à d'autres relations que j'ai eues par le passé, qui étaient agréables, même à occulter les aspects plus désagréables. Mais pourquoi? Cette fois en 2 mots. Ça m'avance à quoi? Est-ce que ça me prépare à de nouvelles relations? Est-ce que j'ai tiré des leçons? Autrement dit, c'est pas tellement le thème de la rumination, mais de ce qu'on fait du sujet de la rumination. Alors si par exemple il y a quelque chose de magnifique dans cette relation avec la personne plutôt exotique, d'après ce que j'ai entendu, alors peut-être que ça dit quelque chose sur des goûts, sur des préférences, sur des choix futurs. De même, il y a des bons côtés dans la relation avec l'ex-femme, et ça dit quelque chose sur le choix d'une nouvelle partenaire. Donc ça nous projette quand même vers la suite avec peut-être des prises de conscience qui nous permettent de faire des choix plus adaptés ou adaptatifs. Qu'est-ce que vous en dites, Jules ? Là, je sais pas. Honnêtement, on va laisser perplexe. Non, mais c'est marrant d'ailleurs parce que quand vous dites ça m'avance à quoi, Yves Alexandre Talman, ça me fait penser à une chanson de Joe Dassin que j'adorais et qui s'appelait comme ça justement. Chaque fois que j'y pense, ça m'avance à quoi, etc., etc. Et c'est un peu ce qu'on entend chez Jules. Mais est-ce qu'au fond, Jules, c'est pas derrière ça, est-ce que c'est pas l'impression que vous pourriez avoir que de toute façon vous trouverez jamais aussi bien? Enfin, je sais pas. Qu'est-ce que vous diriez de ces ruminations que vous avez? Effectivement, ce que vous dites là, c'est malheureux ce serait presque un constat que je ferais au quotidien. Peut-être qu'après je me voile l'assassin aussi, et que je me crée ce fameux vélo que j'extrapole dans le positif, mais je n'arrive pas à évacuer ces moments exceptionnels, et ça reste que je vis tout le temps, quoi. Ouais. C'est-à-dire que finalement, vous préférez continuer à ruminer ces bons souvenirs, parce qu'on entend bien que c'est plutôt des bons souvenirs, plutôt que de vous commencer à réfléchir comment vous pourriez faire pour rencontrer quelqu'un. C'est un peu ça que vous êtes en train de dire, alors. Oui, puis au-delà du vélo qui tourne, c'est vrai que je suis toujours en contact avec ces 2 femmes également. Oui. Ça aide pas non plus, quoi. Ça nourrit le... C'est ça. Avec mon ex-femme, j'ai réussi à pas prendre de contact avec elle toute la semaine. Ce matin, à 8h, elle m'a appelé, on a passé 1 heure au téléphone, quoi. Que de moments agréables, Donc ça complique un petit peu, et puis après ma fiancée qui est repartie dans son pays à midi avec les décalages horaires, je reçois une petite vidéo de la story du week-end en famille, quoi. Donc ça alimente vraiment beaucoup aussi ce petit vélo, quoi. Oui, on a l'impression là quand même que vous êtes dans une sorte de, on va dire, de bien-être mental, mais qui quelque part ne vous amènera pas à grand-chose. C'est ça, parce que là, il y a une autre, la deuxième personne exotique, je ne force pas à la revoir, mais mon ex-femme, on se recroise fréquemment. Et par contre, ce qui est là pose question, c'est que quand je l'ai physiquement devant moi, j'ai pas envie d'elle, par contre. C'est devenu une amie, c'est plus... Quand je vais au téléphone, elle m'excite, par contre. Ah. Et inversement. Oui, elle m'a déclaré quand même récemment que j'étais l'homme de sa vie, par exemple. Mais pareil, par téléphone, Et pourquoi elle a changé physiquement? Qu'est-ce qui fait que vous quand vous la voyez non, pas tant que ça. Elle vous a fait. Là, à mon avis, ce serait intéressant quand même d'aller voir quelqu'un, faire 1 ou 2 séances de thérapie pour essayer de décoder ce qui se passe, parce qu'on a l'impression que vous vous coupez l'herbe sous le pied, il me semble. Yves Alexandre, réagissez, je vous en prie. Oui, il ne faut pas oublier une chose, c'est que la pensée, même si elle est associée à des émotions désagréables, ici c'est plutôt agréable, elle n'est pas risquée. Les actes, eux, sont risqués. Je disais, penser, c'est pour faire. Mais aller à la rencontre de nouveaux partenaires, c'est quand même risquer le râteau, c'est risquer le rejet, c'est risquer de souffrir. Par contre, de rester dans de la pensée,
c'est un peu les regrets nostalgiques, hein, où plutôt que de me propulser vers l'avenir, je reviens dans le passé et puis je me fais du plaisir avec ceci. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose de l'ordre, non pas d'une liberté, mais d'un enchaînement, hein, ici. Donc moi, le mot qui me vient aussi à l'esprit, c'est un peu le mot de peur, hein. Peur d'aller vers l'avant et puis de risquer, de rencontrer des gens qui sont peut-être pas aussi bien, mais peut-être qui sont mieux, différents en tout cas, pour créer de nouvelles relations. Oui, c'est sûr que ça donne quelque part, oui, une sécurité mentale de non prise de risque, ça c'est sûr, oui, effectivement, oui, comme ça, j'ai pas pensé. Mais pourquoi pas? Mais visiblement, c'est pas ça que vous avez envie, puisque vous nous appelez et vous dites que ça, c'est le petit vélo dans la tête, donc ça c'est pas très positif. Mais votre femme, c'est elle qui est partie? Oui, la situation était envenimée dans le négatif depuis longtemps. Donc c'est pas comme un accord, mais pas loin. On se supportait plus à cette période-là. Donc, et aujourd'hui, elle vous dit que vous êtes l'homme de sa vie, et vous, oui. Quand elle vous parle, elle vous excite. Ça vaudrait peut-être le coup quand même de creuser un peu la raison de la séparation, qui était peut-être une tension à ce moment-là, et peut-être qu'il y a moyen de renouer avec elle. Enfin, il y a ce qui est une grosse cassure, un gros changement dans tout ça, c'est que moi j'ai énormément évolué dans l'écoute. J'étais très rustre quand on était ensemble, et la fréquentation de ma petite fiancée d'Amérique latine m'a beaucoup de philosophie et d'écoute et d'approche complètement différente. Vous voyez, c'est un côté très, très philosophique, très apaisé, que j'avais pas du tout. Et c'est ça également qui avait un peu perdu mon ex-femme de ce changement de mon comportement, de mon caractère, quoi. Mais moi, je vais dans le sens de Yves-Alexandre Thalmann. Quand vous êtes face à elle et que vous ne la désirez pas, alors que vous la désirez au téléphone, c'est votre peur qui bloque. Oui, la peur de revenir vers elle sur, je pense que justement, ce fameux petit vélo qui tourne des moments où je vivais avant avec. Et là, c'est vrai que des fois, je me dis, mais qu'est-ce que ça pourrait donner là, maintenant, de ce que j'ai connu sur l'après, quoi. Allez un petit peu étudier ça plus sérieusement avec quelqu'un, et vous verrez, vous aurez une réponse, parce que sinon, vous allez tourner en rond encore pendant des kilomètres et des kilomètres, hein. Voilà, la boucle de Tour de France mentale. Ça laisse quand même aussi une autre idée, hein, qui me vient à l'esprit, c'est celle de deuil. On remarque aussi que parfois, quand on n'est pas prêt à faire un deuil, on tourne dans nos souvenirs, hein, parce que ça garde l'autre présent d'une certaine façon, et vous l'avez dit, hein, les bons côtés de la relation, pas les autres. Puis à un moment donné, il y a un renoncement, hein, on parle vraiment du processus de deuil. Les ruminations, c'est aussi parfois une sorte de protection contre la souffrance du deuil, de ma foi, mettre ça dans le passé, de classer, et puis de pleurer ce qu'il y a à pleurer pour pouvoir aller de l'avenir. Donc ça peut aussi être un piège à ce moment-là, même si c'est pas très désagréable, ça empêche quand même, ça restreint la liberté. En tout cas, ça n'avance à rien, Jules. Donc moi, je pense qu'il faut essayer de voir un peu plus clair. Soit vous reprenez avec votre femme, soit à ce moment-là, prenez de la distance tous les deux pour que vous puissiez justement passer à autre chose. Je pense qu'il est clair, à un moment donné, de comprendre le piège dans lequel vous vous êtes mis. Merci, Jules, en tout cas. Merci beaucoup. On va se retrouver dans un instant avec Célia, qui rumine également beaucoup et qui considère que ça lui prend énormément d'énergie, et elle va nous raconter ça dans un instant, mais bon, a priori, la marche lui fait du bien. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nos ruminations mentales, eh bien, figurez-vous que Yves-Alexandre Thalmann en fait l'éloge des ruminations mentales, et c'est aux éditions Odile Jacob. C'est un livre intéressant, hein, surprenant même, et c'est vrai que quelque part, discipliner un petit peu son cerveau, c'est possible, et on va continuer à vous écouter avec notamment Célia qui nous rejoint. Bonjour Célia. Bonjour à tous. Eh bien, on vous écoute, allez-y. Écoutez, personnellement,
j'ai remarqué que faire des pauses personnelles au niveau mental, ça permet de limiter le nombre de pensées, entre guillemets, récurrentes qui peuvent nous prendre beaucoup d'énergie et nous amener à rester focus sur des choses qui ne vont pas forcément nous faire du bien. Et donc, je recommande, quand des personnes me sollicitent, notamment là-dessus, de peut-être déjà pas à pas, parce que quand on leur dit débrancher, déconnecter, eh bien, c'est peut-être un peu trop, mais déjà de commencer peut-être par rigoler, par bouger, trouver pas à pas une manière de s'alimenter correctement pour que notre cerveau il ait la capacité de se calmer aussi. Et il y a une chose peut-être auquel on ne pense pas, c'est d'aller aider quelqu'un sur un domaine où on n'est absolument pas habitué à faire. Ça permet de focaliser sur autre chose, de se rendre compte qu'il existe d'autres personnes ou d'autres situations loin de nos problèmes. Et je pense que ça nous amène progressivement à se déconnecter ou à prendre un peu de recul avec notre situation ou nos pensées récurrentes et de se faire du bien. Ou pour certains, d'aller se recueillir, je sais pas, aller voir des chevaux, aller voir un animal, quel qu'il soit, peut aussi ramener à l'instant présent et avoir peut-être une connexion au corps ou à la présence de la vie, que ce soit la nature, la balade, le mouvement. Tout ça peut faire du bien. Et après, personnellement, je trouve que les ruminations peuvent venir plus facilement lorsqu'on est sursollicité et que notre rythme de vie est soumis à trop d'actions et du coup on n'a plus de pause et donc on est en mode un vélo qui tourne comme quand on ferait du vélo et que du coup on a tellement pédalé qu'il continue à pédaler tout seul. Et l'idée c'est de ralentir un petit peu de façon à ce que progressivement on ait un équilibre entre nos pensées, nos actions et notre repos, notamment le sommeil, peut permettre vraiment d'apaiser nos pensées négatives. Voilà. Et quand on n'arrive plus du tout à faire ça, c'est de faire une vraie pause, peut-être prendre un peu de distance avec notre environnement et de se retrouver un peu soi-même peut faire du bien. Voilà. Alors, vous proposez beaucoup de choses, mais moi, ça m'amène une question, Yves-Alexandre Thalmann. Est-ce qu'aujourd'hui, l'être humain serait plus en train de tout le temps penser qu'avant, ou est-ce que le fait justement d'être très sollicité, de zapper sans cesse, nous a plutôt empêché, si je puis dire, d'aller dans la rêverie, dans des choses qui finalement nous font du bien? Alors, je dois dire que je retournerai un petit peu la question quand je regarde à quel point... Je vous reconnais bien là. Ah, on se refait pas. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Quand je regarde à quel point, simplement en regardant autour de moi, les gens, les jeunes et les moins jeunes, par ailleurs, sont sur leur smartphone. Hein. Autrement dit, l'ennui, ne rien faire, hein, simplement laisser son esprit vagabonder. C'est devenu quand même un petit peu plus rare, tant il est vrai qu'à peine on a un tout petit moment de creux qu'on va sortir son téléphone ou alors autre chose, hein, un jeu, écouter de la musique. Peut-être que c'est aussi un symptôme. Hein. Alors, on peut fustiger les sociétés qui essayent de prendre nos données ou de vendre de la publicité, certes. Mais d'un autre côté, ça dit aussi que peut-être on est tellement mal à l'aise avec le vide et ces pensées qui peuvent venir qu'on préfère se distraire, hein, la distraction. Alors là, ça devient aussi une sorte de piège parce qu'au moment où il n'y a plus la distraction, et à plusieurs reprises, les personnes qui ont témoigné disaient que pendant la nuit, hein, tout d'un coup, ça se réveille, hein, leur cerveau se réveille, et puis que là, il y a beaucoup moins de distraction, voire plus du tout. Et puis là, c'est très très difficile de sortir, hein, du cercle vicieux, des ressassements et des ruminations. Alors peut-être que ça pourrait être lu comme ça à travers cette difficulté d'être avec soi-même, simplement, d'être, allez, on va le dire comme ça, un bon compagnon avec soi-même, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas une petite voix qui commence à nous critiquer ou à nous rebattre les oreilles avec tout ce qu'on a fait de pas juste, toutes les erreurs, tous les regrets ou bien toutes les anxiétés qu'on peut avoir par rapport au futur, qui fait qu'à tout prix, on ne veut pas l'entendre, cette petite voix. Oui, Célia. Oui, alors écoutez, moi je rejoins un petit peu ça et
pour l'avoir expérimenté, je trouve, alors notamment, j'avais une personne qui m'a sollicité dernièrement, et donc elle voulait absolument que je reste focalisée sur ses pensées. Et effectivement, quand on est toujours en train d'être en activité, on s'éloigne de soi. Alors ça peut être, pour ça que je disais, il faut y aller progressivement, vertigineux d'avoir un instant pour soi ou d'être avec soi-même et ses pensées ruminantes, mais je pense que c'est comme un sevrage, si vous voulez. Il y a une espèce de dôme, de pic, où nos pensées vont être affolantes et on va dire on ne va jamais y arriver. Et c'est un peu comme quelque chose qui coule et puis qui revient à la surface en flottant. Le fait de laisser passer et de diminuer progressivement va permettre de retrouver son propre équilibre et de trouver l'appréciation d'être avec soi-même. Et de ce fait, les pensées vont être tournées autrement, puisque nos actions, notre vie va pas être répartie de la même manière. Et je pense que quand on parle de recentrage, quelque part, c'est un retour à soi, un retour à nos essentiels, qui nous permet après de trouver notre propre rythme et le rapport à l'extérieur qui, si on s'interroge un peu, c'est d'où viennent ces questionnements. C'est des fois d'une occupation qui ne répond pas à nos réels besoins. Peut-être que c'est le besoin de l'autre et on se dit il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Et là, du coup, on est tout le temps en train de s'occuper et peut-être qu'effectivement, s'occuper de trop, c'est amener un flot de pensée qu'on n'arrive plus à gérer après. Écoutez, j'avoue que j'ai pas tout suivi, Célia, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est un peu le propos de Yves-Alexandre Thalmann dans ce livre. Notre cerveau ne s'arrête jamais, donc il faut pas essayer de vouloir l'arrêter. En revanche, il faut accepter ce vagabondage qui n'est pas forcément négatif. Et ça, je pense que c'est déjà peut-être quelque chose qui sera utile dans ces 2 heures d'émission, si tout le monde accepte que de temps en temps, oui, on a l'esprit qui s'en va dans tous les sens, et c'est pas grave. Quelle importance. Peut-être que notre monde moderne qui fait qu'on peut tout le temps, à tout moment, se focaliser sur quelque chose, nous permet peut-être plus assez de laisser justement notre esprit vagabonder, parce que c'est ce qu'on disait en début d'émission, Yves-Alexandre Thalmann, ça permet aussi d'avoir des idées, de ce vagabondage. Oui, c'est exactement ça. Et puis, vous évoquez à travers l'acceptation autre chose, c'est que si je suis dans la lutte contre ces pensées en me disant je devrais pas penser, je devrais avoir l'esprit plus calme, plus tranquille, j'ai de nouvelles émotions qui viennent. Et donc je rajoute de la tension psychique qui fait qu'il y a encore plus on va dire de carburant, de fuel, pour faire tourner ces pensées. Donc le terme d'acceptation est quand même très très important ici. Puis ça veut dire que je peux aussi à un certain moment considérer cette activité mentale comme une sorte on va dire de radio qui tournerait en bruit de fond que je suis pas obligé d'écouter. C'est du bruit mental, donc je peux pas obligé d'écouter la radio, ça c'est pas une bonne idée que vous donnez là, Alexandre Thalmann. Excusez-moi. La radio mentale, j'ai dit. Parce que la radio, voilà, on peut changer de chaîne, on peut diminuer le volume, augmenter le volume. Par contre, un peu plus difficile avec ce qui se passe avec notre voix intérieure. Bien sûr. Et parfois, plutôt que de la contrer, de se dire, voilà, c'est comme ça, j'ai une sorte de bruit mental pour l'instant. Je vais pas donner toute mon attention à ce bruit. Et c'est déjà un mouvement d'acceptation. Oui, c'est ça. Et de temps en temps, dans ce mouvement mental qu'on écoute que d'une oreille, si je puis dire, tout d'un coup, il y a un truc qui arrive et on se dit ça, je retiens. Et d'ailleurs, je ne sais pas vous, Yves-Alexandre Thalmann, mais parfois j'ai même besoin de l'écrire ou de l'enregistrer sur mon fameux téléphone qui ne nous quitte jamais, parce que sinon ça s'en va. Je veux dire, ça revient, mais ça s'en va. C'est ça qui est étonnant aussi. C'est ça. Alors moi, je suis plutôt old school, mais je me trimballe toujours avec un crayon, petit stylo et puis une feuille de papier. Je préfère ça. Mais voilà, moi, j'écris des textes et je dois dire que la plupart du temps, les idées ou les combinaisons d'idées, elles viennent pas du tout lorsque je rédige des lignes. Non, je suis d'accord. Oui. C'est principalement ailleurs, donc même sur ma table de chevet, j'ai mon petit calepin parce que parfois, au réveil, j'ai des idées que je vais pouvoir exploiter, pas toujours. Après, il y a un tri, mais ça fait partie de la créativité, avoir beaucoup d'idées, puis n'en retenir que quelques-unes qui apportent quelque chose.
Oui, c'est peut-être... Oui, allez-y, je vous en prie, Célia. Je voulais revenir justement, alors peut-être en résumant en un mot, c'est quand faire de la place, le vide permet de faire du plein de quelque chose d'autre et du coup des fois d'être trop focalisé sur des pensées. Moi, je le dis à mes enfants par exemple, d'imaginer comme un nuage qui passe, en fait il fait que passer et ce que vous dites c'est on retient peut-être l'idée qui nous fait du bien, puis on laisse passer les autres sans s'accrocher à toutes parce qu'elles peuvent vraiment être très nombreuses et souvent, quand on fait le vide un petit peu et se laisser aller... Célia, faire le vide, c'est une expression qui est impossible. On peut pas faire le vide. Peut-être le tri. Alors, si on dirait, peut-être quand on dit le vide, c'est comme quand on fait le ménage chez nous, on trie des objets, non, mais parce que faire le vide, ça voudrait dire ne plus penser du tout à rien. Et c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Non. Mais c'est peut-être choisir ou sélectionner quelques pensées. En revanche, c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de la respiration. Si on se concentre sur sa respiration, on a une sorte de concentration qui est d'ailleurs très compliquée au début. Quand les gens commencent la méditation, c'est souvent très 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 difficile parce que sans arrêt, justement, les pensées arrivent et détournent, si je puis dire, de la méditation. Mais faire le vide total, peut-être que des grands méditants y sont parvenus, mais ça me paraît compliqué, non, Yves-Alexandre Talman? Ce qu'on arrive à faire, c'est, notamment avec l'exercice assidu de la méditation, c'est d'augmenter le temps entre l'apparition des pensées, mais de toute façon, elles vont apparaître. Oui. Et heureusement, c'est le signe de la vivacité de notre esprit. Maintenant, toutes les pensées ne sont pas bonnes à écouter, à retenir, à travailler, à nourrir. Et c'est là où la notion de tri, elle a tout son sens. De toute façon, quand on dort, on rêve, et c'est pareil, notre cerveau est très très actif. Il n'est pas non plus totalement au repos. Et oui. Et du reste, entre la rêverie et le rêve, donc le rêve éveillé, et le rêve nocturne, on a pas mal d'analogies au niveau neurobiologique, fonctionnement du cerveau, et apparemment ça procède des mêmes fonctions, des mêmes finalités, c'est-à-dire pour nous de nous adapter au mieux, peut-être d'élaborer des scénarios, peut-être de vivre d'autres types d'expériences, pas toujours de façon nette, mais qui nous permettent d'aller vers l'avant, et quelque part c'est un avantage de l'évolution, si on y réfléchit, cette capacité à penser et à repenser. En tout cas, Célia, merci de votre appel. Et puis, c'est important, en effet, d'aider les enfants à accepter justement ces pensées et puis être en relation avec leurs émotions. C'est le plus dur, peut-être actuellement dans nos sociétés où ils sont plein d'activités et leur laisser le temps de rêver. Et je pense que c'est aussi source de créativité et d'équilibre aussi, en disant on n'a pas toujours besoin d'un support, mais nos petites pensées peuvent être source de plein d'imagination possible et de donner lieu à plein de bons moments. Oui, l'imagination, c'est vrai, il faut aider les enfants dès le départ à laisser leur imaginaire fonctionner. Bon, eh bien on va faire une petite pause, Yves-Alexandre Talman, on va revenir évidemment après les infos sur les ruminations et on vous invite évidemment à nous rejoindre. C'est Karine justement qui veut témoigner parce qu'elle fait le bilan le soir de sa journée et elle nous racontera ça dans un instant. Mais je vous propose aussi une petite devinette, Yves-Alexandre Talman. Qu'est-ce qui explique qu'avec les femmes c'est si compliqué? Je vous laisse le temps des infos pour me donner une réponse. Sud Radio. Parlons vrai. Et puis de nombreux hommages à Rob Reiner, le réalisateur américain, Barack Obama, Ben Stiller ou encore Stephen King saluent la mémoire du réalisateur de 78 ans à qui l'on doit le film Quand Harry rencontre Sally. Il a été retrouvé mort avec sa femme hier dans leur maison à Los Angeles. Le couple aurait été poignardé. L'un de leurs fils est actuellement entendu par la police. Et c'est la fin de ce flash. Bon après-midi. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes aujourd'hui avec Yves-Alexandre Talman qui nous rappelle que notre cerveau ne s'arrête jamais et qui fait dans ce livre Éloge des ruminations mentales aux éditions Odile Jacob des tas de propositions pour que nos pensées ne soient plus envahissantes mais soient nos alliés. Alors vous abordez un sujet aussi qu'on n'a pas encore abordé mais qui me paraît important, c'est ce fameux sabotage, vous savez ce saboteur intérieur
Et vous expliquez bien qu'il faut se parler, mais pas se parler en se disant oh, t'as encore raté, tu étais nul, etc., etc. Oui, alors c'est tout ce qui a trait à l'endophasie, donc la voix intérieure, comment on se parle à soi-même. J'en viens maintenant à utiliser deux images avec les personnes qui sont en proie à cette voix critique, cette voix intérieure critique. C'est la salle de tribunal d'un côté et puis le bureau d'ingénieur de l'autre. Autrement dit, quand je me parle à moi-même, est-ce que je suis dans la salle de tribunal à essayer de faire l'accusation, le jugement, oui. le procès d'une action ou de toute ma personnalité, hein, si je dis je suis nul ou quel idiot, quelque chose comme ça. Ou alors, je redirige ma pensée vers recherche de solutions. Parce que derrière toutes ces ruminations, il y a toujours cette idée de s'améliorer, de s'adapter. Autrement dit, je peux aussi mettre à contribution ma voix intérieure pour aller dans le sens de trouver des solutions, savoir comment faire, pour ça définir les difficultés, les problèmes. Et donc quand j'entends quelqu'un qui laisse échapper mais qu'elle saute, vous êtes de nouveau dans votre tribunal intérieur, et si vous alliez dans le bureau d'ingénieur, ça dirait quoi? Et puis ça aide comme ça on va dire à utiliser son discours intérieur pour une recherche de solutions. Parfois, la solution, c'est qu'il n'y en a pas, donc le classement. Mais en tout cas, ça permet de sortir de cet aspect critique qui, alors lui, ne fait pas du bien très clairement. Évidemment. Alors, vous avez eu le temps peut-être de ruminer un peu sur ma question, sur ma devinette. Qu'est-ce qui explique qu'avec les femmes, c'est si compliqué ? Alors, je dois dire que là, je sèche complètement parce que pour moi, les femmes sont des hommes comme les autres, des humains. Puis je trouve pas que c'est plus compliqué, donc je ne saurais pas quoi répondre. Eh ben, vous êtes bien le seul homme à me dire ça. Bon, en tout cas, c'est compliqué parce que femme, ça s'écrit avec un E, alors qu'on prononce femme. Donc déjà, c'est mal barré. Hein. Vous êtes d'accord ? Alors, ouais. Bon, on retrouve Karine. Karine, donc vous faites le soir un petit bilan de votre journée. Vous réfléchissez un peu à ce qui s'est passé dans la journée, ce qui était bien, ce qui était moins bien, c'est ça ? Bonjour Brigitte, bonjour Yves-Alexandre. Bonjour. C'est un peu ça. En fait, je fais un petit peu le point et bon, il y a des choses on se met un peu la pression quand même, donc je fais le point en fin de journée, je me demande pourquoi j'ai pas réussi à faire ou pourquoi c'est pas allé dans la bonne direction. Mm-hmm. Alors, si je suis fatiguée, je me dis que c'est pas grave, que bon, on va reporter ça demain ou une autre fois. Je regarde par rapport aux priorités, aux urgences. Je me dis que si c'est pas maintenant, ce sera plus tard. Après, si c'est par rapport à mon caractère ou ma façon de faire, je me dis que c'était pas bon cette fois-ci. Enfin, en fait, j'ai tendance à relativiser. Hein. C'est bien, oui. J'ai l'impression que vous n'êtes pas dur avec vous-même, enfin, il me semble. Je peux plus, Brigitte, avec quand on a eu des problèmes de santé et tout ça, on met avant tout sa personne, on essaye de se protéger un peu de tout ça. Alors, j'ai 3 protocoles, moi, en fait. J'ai soit, quand je suis énervée et que ça va pas, je mets de la musique et je me défoule. Je danse. Je bouge dans tous les sens, je me secoue. En fait, j'essaye de m'évader par la musique, en dansant, en fait. Mais je crois que quand le corps bouge, et la danse, la marche, tout le sport, notre esprit se calme quand même un peu. Je pense que l'activité corporelle calme un peu ce petit vélo intérieur, justement. Yves-Alexandre Talman ? Oui, parce que quelque part, une partie de notre attention doit revenir dans le présent, dont on parlait déjà tout à l'heure. Donc, que ce soit de la randonnée, que ce soit de la danse, que ce soit jouer d'un instrument de musique, faire la vaisselle, peu importe, mais ça apporte de toute façon une recentration, donc un peu moins d'énergie qui va partir dans ces boucles de ressassement. Et à mon avis, quand on fait quelque chose de particulièrement délicat, notamment de grimper la montagne, ou etc., il faut quand même tellement de concentration qu'on n'a plus trop le temps du vagabondage, me semble-t-il. Oui, c'est ce qu'on appelle le flow ou le flux, ces fameux états de grâce où on est
totalement dans l'activité, mais c'est effectivement, comme vous le dites, des activités exigeantes. C'est pas trop simple, parce que si c'est trop simple, bien sûr, qu'on le fait par habitude, par routine, notre esprit peut commencer à s'enfuir et à vagabonder. C'est ça, oui. Alors après, j'ai autre chose. Je suis vraiment très fatiguée. Je me suis acheté un petit appareil, Brigitte, je sais pas comment ça s'appelle, vous savez, ça diffuse comme des aurores boréales au plafond. Oui. Et vous regardez ça, c'est ça? Ben voilà. Oui. Mais c'est pas mal non plus. Je regarde ça, mais comme une enfant, vous savez, comme quand j'étais petite et que je regarde les étoiles ou voilà, je regarde les couleurs et puis ça me permet de décrocher un peu, puis de me mettre dans ma tête d'adulte. J'essaye de, je sais pas comment dire ça. De toute façon, si j'ai bien compris, c'est jamais la même couleur. C'est uni. Oui, ça passe du bleu au vert, au rouge. Oui, ça tourne dans les couleurs. Et puis ça fait des dessins, enfin ça fait des dessins. Du coup, pendant un petit moment, je regarde, ça m'apaise. Pendant que je regarde ça, vous faites ni chez moi, ni dehors, ni nulle part. Je suis dans une bulle en fait. Oui, c'est une manière, c'est une manière d'essayer de se recentrer un petit peu sur soi pour. En fait, c'est pour si je trouve que se relâcher, part dans le, comment on dit ça, dans le négatif, c'est-à-dire que je commence à me dire c'est pas bien, gna 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 gna. Et en faisant ça, je relativise un peu. Je me dis la vie finalement elle est belle, c'est pas grave. Ça me permet de relativiser, de me remettre dans le concret, de pas m'enfoncer dans des trucs obscurs un peu, parce qu'on a tendance des fois, quand on n'y arrive pas, à voir tout négatif, vous voyez. Et ça, c'est l'effet de voir des couleurs, de la lumière. Ça nous ramène un peu... Mais c'est intéressant parce que vous parlez du négatif, mais tout le monde n'est pas forcément dans le négatif. Eva Alexandre Thalmann, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui vont plus facilement se focaliser sur des choses négatives et d'autres vont être un peu moins négatives. C'est ça, mais quand on parle de pensée négative, je crois qu'il faut surtout parler des émotions qui se cachent derrière, parce qu'une pensée en tant que telle, c'est une pensée. Mais maintenant, une pensée, elle peut déclencher un affect, une émotion, un ressenti qui est déplaisant. Par exemple, de l'anxiété, des regrets, un sentiment de culpabilité. Et puis là, alors, ce qu'on a, c'est une focalisation de la pensée. Vous savez, c'est un petit peu comme si j'ai peur, disons, des chiens et que je rencontre un chien, je vais voir plus que l'animal. Donc ma perception est totalement focalisée. C'est la même chose avec les pensées. S'il y a de l'émotion en jeu, notamment ces émotions désagréables, pénibles, alors ça restreint le champ de pensée et c'est comme si ça nous piégeait. Comme si c'était plus difficile de penser à autre chose. Donc effectivement, là, on peut travailler sur ce qui est émotion pour éviter cet effet de convergence, de focalisation sur ces pensées. Et sinon, après, j'ai l'hypnose. L'hypnose, c'est... voilà. J'écoute des personnes qui font des séances d'hypnose et ça me permet de me détendre, de penser à rien d'autre, à écouter juste la voix. C'est-à-dire, vous êtes sur des applications? Non, en fait, Brigitte, j'ai pris un coach. D'accord. Et c'est par visioconférence, tout ça. Et on a des séances d'hypnose. Et en fait, c'est enregistré. Donc, j'ai le replay. Et en fait, je vais sur cette séquence qui travaille sur, on va dire, l'émotionnel, tout ça, l'enfant intérieur. Et pendant 10 minutes, on est dans une séance d'hypnose. Donc on se met en condition et on écoute la voix. Et moi, j'avoue que par rapport à ce que j'ai, tout ça, les problèmes de jambes, de raideur et tout, ça m'aide à me décontracter. Oui, c'est-à-dire qu'au lieu d'écouter votre petite voix intérieure, vous écoutez une voix extérieure. Exact. On pourrait dire ça. Pourquoi pas? Exactement. Pourquoi pas? En fait, moi, j'ai trouvé ces 3 solutions selon mes états d'âme, selon comment je me sens dans la journée. Mais c'est bien. J'avoue que ça va mieux. Donc voilà, je donne des idées. J'en ajouterais volontiers 2. Oui, allez-y. Alors, le premier, c'est un classique, c'est ce qu'on appelle le journal ou l'exercice de reconnaissance. Si déjà on fait le bilan le soir de ce qu'on a pu vivre durant la journée, c'est pas une mauvaise idée que de commencer par 3 éléments pour lesquels on aimerait exprimer de la reconnaissance. Alors, en l'occurrence aussi par rapport à soi.
3 choses qu'on a appréciées ou qu'on estime avoir bien faites ou pour lesquelles on se félicite, hein. Ce qui permet aussi de tempérer parfois la voix critique, hein, qui nous amènerait plutôt à voir nos manquements. Donc ça, c'est une stratégie qui a aussi été bien testée, expérimentée par la psychologie positive. Et puis l'autre, ça a à voir avec de nouveau l'acceptation, c'est-à-dire de reconnaître notre état, on va dire, fondamental, hein, d'être humain, c'est-à-dire de commettre des erreurs, d'être faillible, hein, de ne pas être parfait. J'aime bien le terme d'imperfectionnisme, hein, embrasser son imperfectionnisme. Ok, j'ai fait des erreurs, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs, je continuerai à commettre des erreurs, ça fait pas de moi une mauvaise personne. Donc vous voyez que je peux ici aller dans le sens de l'accueil de ces imperfections. Ce qui ne veut pas dire après que je m'en gargarise, hein. Ok, j'ai fait une erreur, mais s'il y a quelque chose à réparer, s'il y a une action à faire, ben, évidemment, je vais le faire. C'est pas un oreiller de paresse pour dire, bon, après tout, je suis imparfait, tant pis, hein. C'est pas ça du tout. Mais parfois, on se fustige tellement, hein, de ne pas avoir été parfait ou à la hauteur de ce qu'on estimait devoir atteindre, qu'on se critique, alors qu'on peut aussi, comme un ami, hein, si un ami vient vers nous en disant « Ah, j'ai commis cette erreur », on ne va pas lui sauter dessus en lui rappelant à quel point il est minable et nul. Au contraire, hein, on va plutôt valider, hein, les émotions qu'il manifeste, et puis l'amener à considérer que tout le monde commet des erreurs, et puis le cas échéant à faire des réparations ou faire des actes qui vont aller dans le sens de corriger les erreurs. En fait, il faut être son meilleur ami, hein, ça me paraît en effet préférable. Merci en tout cas Karine, et merci surtout pour ces 3 pistes que vous avez données, qui sont tout à fait excellentes. On fait une petite pause, Yves-Alexandre Thalmann, on va se retrouver avec C'est maintenant, et Christophe qui a envie de demander pardon à son ex. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. À tous ceux qui gardent les bouchons en liège sans vraiment savoir pourquoi. À ceux qui prennent le fil de fer autour pour en faire des petits bonhommes ou des petites chaises. Et à ceux qui décollent l'étiquette petit bout par petit bout pour... on sait pas en fait. Dès mardi, Intermarché propose la bouteille de champagne brut Tradition de Delagne à seulement 18,50 €. Et c'est aussi sur notre appli. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 28 décembre, 75 centilitres, soit 24,67 € le litre. Modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Et Sud Radio, c'est maintenant. Eh bien, Yves-Alexandre Thalmann, c'est maintenant, nous permet de donner la parole à Christophe qui va pouvoir demander pardon. Je crois que c'est à votre ex, hein, que vous avez envie de demander pardon. Bonjour Christophe. Oui, bonjour Gilles, bonjour Alexandre. Bonjour. Oui, j'ai besoin. Oui, si je dois demander pardon, ça serait à mon ex, en effet. Je vous explique pourquoi, parce que c'est quelqu'un que j'avais repéré depuis des années, j'étais en admiration. Enfin, c'était tout le symbole de la femme avec qui je voulais vivre. Par le concours des circonstances, on s'est rencontrés, on s'est mis ensemble, et au bout d'un an et demi, je ne peux pas vraiment expliquer pourquoi, je l'ai trompé. Donc elle l'a su. Bien sûr, ça même dans ma relation, ça avait un peu compliqué les choses. Elle avait senti qu'il se passait quelque chose. Et je sais pas pourquoi j'ai fait ça, parce que c'était quelqu'un qui était vraiment aimant, qui me correspondait, et pour lequel j'ai gâché j'ai gâché beaucoup de choses. Et elle vous a quitté à cause de votre infidélité? Non, elle voulais que... Elle était prête à m'excuser, mais moi, j'ai pas réussi à faire face à ma responsabilité. Je me sentais trop coupable. Donc j'ai tout gâché. Alors j'ai préféré me séparer que vivre avec cette culpabilité. Ça s'appelle du sabotage, non, Yves-Alexandre Thalmann? J'ai l'impression que plus que de demander le pardon à son ex,
c'est se pardonner à soi-même pour l'acte que l'on a fait et pour lequel on se culpabilise encore. Oui. Ouais, parce que j'avais fondé beaucoup d'espoir autour de cette relation. Je me suis dit, c'est la bonne. Et puis, même la bonne, voilà. Non mais Christophe, à partir du moment où elle était prête à vous pardonner, si vous avez préféré partir, c'est parce que vous n'aviez pas envie qu'elle vous, enfin je veux dire, vous n'assumiez pas qu'elle vous pardonne et que vous soyez face à elle avec cette culpabilité qui visiblement vous rongeait. Je pense que d'ailleurs Yves-Alexandre Talman, vous avez écrit un livre sur la culpabilité et c'était notre sujet d'ailleurs la semaine dernière. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose à comprendre. Vous avez été, je pense que vous avez été, enfin c'est votre culpabilité qui a fait que vous avez mis fin à cette relation, parce qu'il n'y avait aucune raison d'y mettre fin. Je suis pas en train de dire que c'est bien de tromper sa partenaire, c'est pas ce que je veux dire, mais vous l'avez fait alors peut-être que vous l'avez fait d'ailleurs, et c'est peut-être là où il faut remonter à la source, peut-être que vous l'avez fait pour pourrir la relation, pour saboter la relation, comme une sorte d'acte inconscient. Oui, là, je sais pas, ou alors je suis resté un peu, un peu enfant dans ma tête. À partir du moment où on ne se fait pas attraper, ça va. Oui, voilà. Je suis sûr que si on creuse un peu, vous avez fait exprès de vous faire attraper. C'est ce qu'on m'a dit. C'est ce qu'on m'a dit déjà, oui. Bon, je vous en remets une couche. Non, mais voyez, là, c'est quand même important de comprendre votre fonctionnement pour réparer un petit peu, que vous reproduisiez pas ça une autre fois, non? Qu'est-ce que vous en pensez, Yves-Alexandre Talman? Vous voyez que si on pense ne pas mériter le bonheur, effectivement, on va s'aborder soi-même avec des actes, avec des paroles. On va savonner la planche sur laquelle on se trouve. Et donc, à ce niveau-là, effectivement, c'est une bonne chose que de revenir aux sources ou à la source, et puis de voir qu'est-ce qui pourrait nous amener à ne pas accepter ou à penser ne pas mériter de vivre une belle relation. Peut-être aussi que la culpabilité par rapport encore à d'autres choses, elle vient se greffer là-dessus. Et si je suis coupable, je ne mérite pas d'être heureux. Ça peut aussi se lire comme ça. Moi, je pense qu'il faut travailler un peu sur votre estime de vous-même, Christophe. Il y a peut-être une faille là qu'il faut combler. Non, ça va. Parce que vous êtes d'accord avec ce qu'on vous dit, il y a quand même quelque chose qui ressemble à du sabotage, là. Ah ouais, certainement. Donc c'est d'abord à vous-même qu'il va falloir pardonner. Ce qui est fait est fait, quoi. Mais bien sûr, on revient. Mais non, mais attendez. Ce qui est fait, ça c'est vrai. On ne revient jamais en arrière. Ça sert à rien de regretter. Ça sert à rien de se culpabiliser. Ça sert à rien. Mais en revanche, de ce qui a été fait, on peut en faire quelque chose de positif ou quelque chose de négatif. Et là, vous êtes en train d'en faire quelque chose de négatif. Oui. Vous comprenez ? Oui. Et bon, Mais encore une fois, si votre éthique, votre morale, c'est de rester fidèle. Oui, c'est le concept. Alors, si c'est votre concept, comment vous pouvez expliquer que vous avez été avec une autre femme alors que vous aviez rencontré la femme qui pour vous était presque la femme de votre vie? Vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui cloche, et quand il y a quelque chose qui cloche, moi je dis toujours, il faut aller chercher un peu du côté de l'inconscient. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'acte manqué réussi là que vous avez mis en place. C'est compliqué là. Compliqué à comprendre. Non, c'est pas compliqué à comprendre, c'est d'abord compliqué à accepter. Après, une fois qu'on a accepté, on comprend très très vite. Enfin, il me semble, Yves-Alexandre Talman. Oui, alors on peut parler d'inconscient. J'ai découvert un autre concept qu'on appelle la position pro-symptôme. C'est-à-dire, au lieu de se dire que c'est quelque chose qui nous pourrit la vie, en l'occurrence ici l'infidélité, c'est de se dire à quoi ça a servi.
ça a du sens, ça vise quelque chose, même si on ne comprend pas. Et puis, en explorant, peut-être qu'on comprend les raisons, hein, le pourquoi, toujours en deux mots, pas le pourquoi, la cause, mais qu'est-ce que ça m'apporte, même si c'est très désavantageux, il y a peut-être des bénéfices secondaires aussi, et donc ça met en perspective toutes ces actions. Et puis, faire souffrir quelqu'un qui ne méritait pas, ça, pour moi, c'est très dur. Voilà, oui, mais vous avez souffert. Vous avez peut-être souffert encore plus qu'elle, puisque elle était prête à vous pardonner. Donc c'est que c'était pas quelque chose qui la faisait aussi souffrir que ça. Ouais, mais j'ai senti que j'avais brisé quelque chose et que oui, mais vous avez brisé quelque chose dans votre morale à vous déjà. On l'entend bien. Oui, j'ai perdu la face, j'ai perdu. Ouais. Oui, et puis vous avez perdu votre idéal aussi. Enfin, moi, je vous invite vraiment à réécouter tranquillement tout ce qu'on vous a dit, parce que j'entends bien que pour l'instant vous êtes un petit peu sourd. C'est parce que c'est pas tout à fait ce que vous aviez envie d'entendre, mais ça vaudrait le coup de réécouter vraiment tranquillement et de voir un peu ce que vous pouvez en faire. Parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose à comprendre, et je pense que ça vient forcément vous n'en valiez pas la peine en quelque sorte de cette histoire, et il fallait. Ouais, voyez. Ouais, bon. Ouais, peut-être, ouais. Je sais pas. Ouais. Prenez le temps. De toute façon, ça a été fait, donc maintenant vous avez le temps d'en faire quelque chose de positif. Merci beaucoup Christophe, en tout cas, merci beaucoup. On va continuer avec nos ruminations mentales. Yves-Alexandre Thalmann, dans un instant, on va retrouver Dominique qui sera avec nous et qui a envie de parler de son fils. Et puis on aura un petit sexo-conseil, on verra quels sont les obstacles à l'orgasme, à part évidemment notre cerveau, hein, qui parfois est dans des pensées et des ruminations négatives, et qu'évidemment là, c'est difficile de laisser le corps exploser. Le sexe au conseil. Eh bien, Yves-Alexandre Thalmann, c'est sûr que si on est trop dans ses pensées, ça va être compliqué d'atteindre l'orgasme. Vous nous en direz un petit mot tout à l'heure, mais en effet, pour avoir la possibilité à être dans la jouissance, il faut déjà être bien avec soi, bien dans son corps. Et ce qui bloque souvent, c'est cette peur de lâcher prise. Mais pour lâcher prise, faut-il encore avoir confiance en soi, certes, mais confiance également avec le partenaire, parce que sinon on va rester un petit peu sur ses gardes, si je puis dire, et on ne laissera pas la jouissance prendre la place. Alors, il vaut mieux aussi avoir des fantasmes. Hein. Les fantasmes peuvent permettre justement de vagabonder, si je puis dire, du côté de la jouissance. Il faut accepter l'imprévu. C'est pour ça que souvent on dit que le ludique est un meilleur moyen d'y arriver, parce que ça déconnecte du côté cérébral qui est très observateur dans le cerveau. Et puis la bonne relation avec son corps, bien sûr, revenir à ses sensations dès qu'on sent que la tête reprend le pouvoir. Et trop souvent, on observe son plaisir au lieu de le laisser nous envahir. Et puis, je le rappelle souvent, hein, pour ressentir, quand on a la tête qui reprend le pouvoir, eh bien, c'est en s'aidant de la respiration qu'on peut chasser les pensées parasites. Et surtout, j'ai envie d'ajouter aussi, ne pas se dire que c'est un but en soi. Ce qui compte, c'est le chemin du plaisir, et c'est pas le but de l'orgasme, parce que sinon, encore une fois, on y met un objectif, une pensée qui empêche justement la sensation. Vous avez certainement des choses à dire sur ce sujet, parce qu'on est réellement, encore une fois, là, dans la difficulté de lâcher les pensées. Oui, j'ai aussi mis un petit point sur le terme de confiance, hein, qui est bien sûr tout à fait essentiel ici. Quand j'essaye de définir le terme confiance dans une relation affective, mais dans une relation, on va dire, aussi amicale, j'aime bien l'idée de baisser la garde. Autrement dit, me rendre vulnérable, c'est ça que ça veut dire. Je sais que l'autre pourrait me blesser, mais je prends le parti, hein, de penser qu'il ne va pas le faire.
Et bien sûr, c'est un chemin, hein. La confiance est progressif, c'est pas tout ou rien. Et donc, d'essai en essai, on va dire, d'ouverture en ouverture, je me rends compte que je risque pas, que je risque moins, et donc que je peux me laisser aller. Et dans ce sens-là, bien sûr, ça ouvre tout grand les portes de l'intimité, hein, puisque, on le sait, hein, c'est le domaine où les sentiments de honte peuvent être les plus mordants, hein, par rapport à ces prouesses, entre guillemets, sexuelles ou intimes. Donc, c'est tout un travail, hein, d'ouvrir ces portes et puis de baisser la garde, hein, pour vivre ce qu'il y a à vivre. Absolument. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit que dans des couples qui se connaissent bien et qui s'entendent bien, en général, l'orgasme est plus fréquent que dans des rencontres d'un soir, parce que justement, il y a une confiance qui a pu s'établir au fil du temps. Oui, c'est ça. Et puis aussi, il n'y a pas besoin de décrire le mode d'emploi. Enfin, ça, c'est une banalité, hein, mais de penser que tout le monde aime la même chose de la même façon, dans les mêmes séquences et au même rythme, c'est une idée totalement fausse. Donc, quand l'autre est dépositaire du mode d'emploi de ce que j'aime et moi et vice versa, ça permet aussi de se laisser aller encore plus parce qu'on sait qu'il a compris et puis donc on peut lui faire confiance, baisser la garde, justement. Absolument, faire confiance et baisser la garde. Alors, il vous reste quelques minutes encore pour peut-être être le gagnant de ce cadeau de Noël qui est au pied du sapin de Sud Radio. C'est un pack de 2 jouets, dont des accessoires Lelo, que vous pouvez gagner aujourd'hui. Et pour ça, vous envoyez sapin par SMS au 7 20 18. On aura notre gagnant d'ici 16h. Alors, Dominique, on vous retrouve. Merci d'être avec nous. Bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Alexandre. Bonjour. Je viens vers vous parce que depuis quelque temps, c'est pas mon fils, mais c'est ma fille qui est revenue vivre à la maison et avec son fils qu'elle a en garde 1 semaine sur 2. Et c'est vrai que ça m'embête, c'est pas que ça m'embête, mais ça me fait penser à beaucoup de choses. Je suis toujours en train de me dire, est-ce que c'est moi qui ai raté quelque chose pour que ma fille ne soit pas heureuse, et c'est vrai que le soir, quand on est toute seule dans son lit, on repense à tout ce qui s'est passé dans la journée et ça empêche de vous endormir. d'endormir, tout à fait. Alors là, ce qui est très intéressant, Dominique, c'est que là, on voit quand même, je crois que c'est votre culpabilité que vous ruminez encore et encore. Ouais. Et là, je laisse la parole à Yves-Alexandre Thalmann, puisqu'il a écrit un très joli livre sur la culpabilité. Il va pouvoir vous aider. Ah oui. Oui, donc effectivement, dans cette idée de revenir à ce qu'on aurait fait de faux, ou ce qu'on a fait de faux. Pas fait comme il faut, voilà, oui. Ouais. Voilà, hein, qu'est-ce qu'on a raté. Alors, c'est un petit peu comme tirer la couverture à soi, mais ça a l'inconvénient de déresponsabiliser l'autre personne. C'est-à-dire que si votre fille n'est pas aussi épanouie qu'elle pourrait l'être, ça dépend surtout d'elle. Hein. On a bien des cas de résilience ou des personnes qui ont vraiment vécu des choses très très difficiles dans leur enfance se sentir très bien, alors qu'inversement on a des personnes qui ont eu une enfance tout à fait aimante, aimée, heureuse, et puis qui prennent de mauvais chemins. Donc ce fait de renvoyer la responsabilité à la personne même, c'est aussi une façon, le mot est un petit peu fort, mais de ne pas l'infantiliser, c'est-à-dire de la laisser maîtresse, hein, de ses choix, et donc lui dire qu'elle a la possibilité de changer certaines choses, hein, pour aller vers le mieux. Ça veut aussi dire, hein, qu'on renonce à cette idée de toute puissance, hein, si on prend un terme fort, que nous, on pourrait rendre heureux quelqu'un d'autre, même malgré lui ou malgré elle. Lui, ouais. Et puis en plus, si ça se trouve, elle est pas malheureuse. Peut-être qu'elle a vécu ce qu'elle avait à vivre avec cet homme et qu'aujourd'hui, elle a préféré mettre fin. On voit bien que les couples aujourd'hui se séparent.
En plus, c'est elle. Donc, c'est elle qui a décidé de partir parce qu'elle supportait plus justement la non-communication. Mais moi, je culpabilise parce que je me dis, bon, moi, j'ai déjà eu des parents qui se sont séparés. J'étais très jeune. Je me suis séparée du père de mes enfants aussi. Mes enfants avaient 5 ans et 1 an et demi. Et je me dis, maintenant, c'est ma fille qui reproduit le même schéma. Donc je me dis, il y a quelque chose, voilà. Et alors donc, si je suis votre raisonnement, c'est la faute de vos parents. C'est eux qui ont commencé. Non, mais voyez, il faut tout recommencer, voilà. Non, mais voyez, on peut toujours trouver un autre coupable. C'est là où il faut que vous ayez un tout petit peu plus. Alors, à quoi elle vous sert cette culpabilité-là, voyez ? Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que vous aimeriez tellement avoir réussi que votre fille soit 100% heureuse tout le temps. Oui, heureuse, voilà. Bah oui, on n'est pas parfait et vous n'avez pas été non plus parfaite. Et puis c'est pas. Et puis qu'importe, ce qui est formidable, c'est que grâce à ça, elle est à nouveau chez vous et vous la voyez. Profitez-en. Oui. En plus, vous voyez votre petit-fils. Je revois mon petit-fils. Alors, quel bonheur. Voilà. Ah oui, tout à fait. Pourquoi vous ravagez par une culpabilité qui n'a aucun sens alors que vous pourriez être parfaitement heureuse ? Vous vous rendez compte comment vous êtes en train de vous saboter ? Ah oui, c'est ça. C'est que je suis en train de saboter le bonheur que je pourrais avoir. Et je pense que ça, on le fait inconsciemment et quelquefois consciemment quand même. Parce que je me dis, voilà, je cherche les mauvaises choses alors qu'il y a vraiment des. Non, et en plus, je vais vous dire, attendez, Dominique, je vais quand même vous dire une chose qui j'espère va vous aider à lâcher ce petit vélo de culpabilité que vous avez dans la tête. Si votre fille revient avec son fils chez vous, c'est que vous avez quand même une relation très positive. Et ça veut donc dire que vous avez été, pour elle, une très bonne mère. Parce que sinon, elle ne reviendrait pas vivre chez vous. Oui, elle aurait trouvé une autre solution, je pense. Mais forcément. Parce que c'est quand même difficile pour une fille de revenir chez ses parents. Oui. Voyez ? Donc, en plus, si elle vous sent coupable de quoi que ce soit, vous n'allez pas lui faire du bien non plus. Donc, il faut vraiment que vous mettiez cette culpabilité ailleurs. De côté, ailleurs, voilà, oui. Franchement, parce que sinon ça va nuire à cette relation qui est une relation de mère-fille tout à fait formidable. Ah oui. Bon, et puis elle est de son temps. Qu'est-ce que vous voulez ? Aujourd'hui, les gens se quittent pour un rien. Et puis voilà. Ah oui, là c'est vraiment de la consommation. S'il y a quelque chose qui va plus, on arrête tout et puis on recommence avec d'autres personnes. C'est bon. Ou pas d'ailleurs. C'est ça le problème aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ensuite ne veulent plus se remettre en couple. Enfin bon, c'est un peu la. Qu'est-ce que vous avez envie de dire encore, Yves-Alexandre Talman, à Dominique ? Ouais, alors peut-être encore un aspect pour l'aider à lâcher sa propre culpabilité. C'est que voyant, donc là je me mets dans la peau de votre fille, mais voyant sa propre mère se culpabiliser, c'est elle qui va se sentir coupable, parce qu'elle va se dire, à cause de moi et de mes choix, maman est malheureuse. Donc quelque part, de lâcher cette culpabilité, c'est aussi un cadeau que vous faites envers votre fille. Oui, parce qu'elle aura l'esprit, elle aussi, plus tranquille, plus... C'est ça. Et elle pourra avancer plus facilement, oui. Oui, et moi je vous conseille vraiment, si elle vous en parle, mais sinon, vous n'abordez pas le sujet de son couple. Non. Ah non, justement, j'évite de parler parce que ça me regarde pas. Et si elle vous en parle, vous pouvez en parler, il n'y a pas de souci. Mais n'abordez pas le sujet. Moi, je pose pas de questions. Donc je la laisse être là. En plus, c'est son fils qui va la consoler quand elle se met à pleurer, quand elle pense à des choses. Et puis j'essaye de ne pas intervenir. Et ça, c'est c'est un peu compliqué, mais je les laisse tous les deux. Excusez-moi, Dominique, mais ça c'est quand même important. Je le dis parce qu'on a beaucoup de parents qui écoutent. C'est jamais à l'enfant de consoler sa mère. Et non. Donc, si elle est ça, il faut quand même lui dire. Ouais. Parce que c'est pas à l'enfant de prendre la place du parent. Ah non. C'est à elle de consoler son fils si son fils est malheureux d'être séparé de son père, mais ce n'est pas à elle de se faire consoler par son fils.
Oui, bon, mais ça, je pourrais en parler, oui, un peu. Mais oui, ça sera plus facile, oui. Il y a des règles qu'il faut essayer de respecter, même si aujourd'hui les familles sont un peu dispersées de tous les côtés. Merci en tout cas, Dominique. Oui, merci beaucoup de vos conseils. Très bien. On retrouve Carole dans un instant, qui a envie aussi de réagir par rapport à l'ennui, justement. On va revenir sur ce sujet également. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Les Chevaliers du Fiel, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, on parle du livre d'Yves Alexandre Talman aujourd'hui, Éloge des ruminations mentales. C'est aux éditions Odile Jacob. Vous nous parlez de ce cerveau qui ne s'arrête jamais, de ces pensées spontanées, de ce vagabondage mental, et vous donnez des pistes pour qu'on en fasse quelque chose de constructif. C'est même mieux comme mot constructif que positif d'ailleurs, parce que ça permet peut-être de trouver des idées, de devenir créatif. Ne soyons pas négatifs par rapport à ce cerveau qui ne s'arrête jamais, parce qu'il est souvent notre allié, à condition de prendre les choses par le bon côté, et c'est ce que vous nous expliquez dans ce livre. Alors, on va conclure. Tiens, d'ailleurs, je vais d'abord annoncer la gagnante, comme ça je n'oublierai pas. C'est Joël qui a gagné les 2 accessoires Lelo et qui habite dans les Bouches-du-Rhône. Voilà. Et puis, nous allons conclure avec Carole. Alors, Carole, je me suis trompée. C'est pas que vous vous ennuyez, c'est que vous n'avez pas beaucoup d'ennuis et donc, vous en créez. C'est malin. C'est malin. Oui, en fait, j'ai découvert ça à une époque où j'avais le cerveau qui ruminait tout le temps par rapport à des soucis. Alors c'était avec un compagnon ou oui, souvent à cause d'un compagnon d'ailleurs. Donc, et j'étais persuadée que mes ruminations venaient de ça. Forcément, quand on a des problèmes, on pense à ces problèmes. Et ce qui m'a perturbée, c'est le jour où tout s'est un petit peu tassé, que ça allait beaucoup mieux, que c'est là où les ruminations sont revenues, mais en 3D, quoi. Et là, je me suis culpabilisée parce que je comprenais pas. Je me disais, mais pourquoi je rumine? Et tout va bien, il n'y a pas de soucis en ce moment, il n'y a pas trop de problèmes et tout. Donc pourquoi tu rumines sur des choses, en fait, comme si qu'il fallait que je m'en provoque pour pas m'ennuyer ou parce que... Mais je pense Carole, je pose la question à Yves Alexandre Talman qui va nous répondre et vous répondre, mais je pense quand même qu'il y a des personnes qui ont cet art de se créer sans cesse des soucis, des problèmes, des inquiétudes. Ah oui, mais peut-être que si, peut-être que ça, et on voit en plus que les médias adorent nous faire croire que tout va nous tomber sur la tête. C'est quand même. Vous êtes d'accord, Yves Alexandre Talman, il y a quand même des personnes qui ont cette tendance, de toute façon, à ne voir que tout ce qui pourrait arriver de terrible. Oui, et ce que dit notre auditrice est tout à fait pertinent, parce que quand on a des soucis, de réels soucis, des préoccupations, on rumine, puis on se dit que dès qu'on n'aura plus ces soucis, dès qu'on aura résolu les problèmes, alors on n'aura plus de rumination. Et puis là, on fait l'expérience que ça continue, mais sur d'autres thèmes plus éloignés, moins graves, moins importants. Comme vous le dites, il suffit d'écouter les nouvelles ou de regarder les informations pour directement avoir des nouveaux sujets d'inquiétude. On n'a pas besoin d'être très imaginatif pour trouver. Oui. Mais en fait, ça permet aussi à avoir une connaissance de soi. C'est que peut-être que j'ai eu des soucis parce que j'ai été fabriquée pour en avoir, certainement, ou formatée. Donc, du coup, je pense qu'inconsciemment, on se cherche des... Alors, justement, c'est là où peut-être Yves Alexandre Talman peut vous aider. Est-ce que on peut transformer ça en positif ou pas, Yves Alexandre Talman? Alors, le formatage, moi je dirais qu'il vient surtout de ce qu'on a observé autour de nous. Si on avait des parents ou un milieu dans lequel les gens ruminaient ou co-ruminaient, c'est-à-dire
parlaient ouvertement de leur sujet de rumination dans des sujets de discussion, on a appris aussi à le faire. Maintenant, je dirais que on connaît ça avec la neuroplasticité. Tout ça, c'est aussi sujet à l'apprentissage. Autrement dit, plus je vais dans une direction, plus elle devient facile, c'est comme un chemin dans la forêt, plus on l'utilise et plus quelque part on crée la trace, puis après on y va. Donc c'est des habitudes et on peut apprendre à ruminer différemment, ruminer constructivement, plutôt que se laisser aller justement à des soucis avec des émotions pénibles qui nous tirent vers le bas. Donc c'est sujet à l'apprentissage et à l'entraînement, oui. C'est comme une rééducation ou comme quand on a par exemple un mauvais geste dans un sport, il faut déjà prendre conscience du mauvais geste et ensuite se concentrer pour que chaque fois qu'on démarre le mauvais geste, on va vers le bon geste. Donc ce que vous pouvez faire, Carole, c'est que chaque fois que vous avez une pensée qui n'est pas positive, enfin en tout cas une rumination qui vous emmène vers du noir, déjà l'observer et puis tout de suite partir sur une pensée qui serait sympathique. Je sais pas, qu'est-ce que vous allez boire comme petite boisson agréable tout à l'heure, qu'est-ce que vous allez préparer comme repas, qu'est-ce que vous pourriez, enfin voyez. Ouais. Mais oui, mais en plus, non, il n'y a pas de mais, c'est oui. Il y a des côtés positifs ou des côtés un petit peu jovial aussi que je suis. Donc c'est ça qui aide aussi un peu à justement avec les années, avec justement à voir comment que ça se passe au fil du temps. Je me suis rendu compte aussi que la solitude quand on vit seul, même si des fois ça fait du bien, qu'on se retrouve avec soi-même et qu'on apprend à vivre avec, je pense que l'être humain est pas fait pour vivre seul. Je suis bien d'accord, mais vous pouvez peut-être être moins seul. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour être moins seul? Vous voyez, il y a toujours une possibilité de trouver des solutions. Je vais vous dire, Carole, vous avez quel âge? 54. Bon, écoutez, c'est déjà une bonne nouvelle, vous n'êtes pas morte encore. Bon, voyez, on peut rire de tout. C'était d'ailleurs une proposition que nous faisait Karine en début de deuxième heure. Il faut voir les choses du bon côté. La vie, vous savez, elle est tellement courte et il y a tellement de gens qui sont déjà partis ou qui sont dans des souffrances terribles. Mais pourtant, c'est ça qu'il y a beaucoup de contradictions parce que extérieurement, je rigole tout le temps. Alors moins maintenant, mais j'avais tendance à rigoler fort, à rigoler tout le temps, à passer pour quelqu'un un peu de même fofolette, parce que elle rigole de tout et de rien. Et finalement, alors est-ce que c'était un petit peu une barrière pour non, alors Carole, c'est vrai que l'humour comme ça, c'est un mécanisme de défense, mais c'est un mécanisme de défense positif, donc il faut pas s'en priver. Mais c'est vrai que c'est un mécanisme de défense. On sait très bien que chez les humoristes, souvent, il y a une part très triste, très noire, même chez certains. Mais leur mécanisme de défense, qui est l'humour, ils ont sublimé, si je puis dire, ce qui était noir chez eux. Vous êtes d'accord avec ça, Yves-Alexandre Talman, j'imagine? Oui, et là j'ai aussi le mot d'acceptation, mais en relation avec résignation qui vient. Il y a un double travail. Il y a d'abord accepter, ma foi qu'à certains moments on se retrouve plus isolé, mais ça ne veut pas dire qu'on se résigne et qu'on dit alors je suis condamné à ne plus avoir d'amis ou de sexe social, mais de se dire ok, je suis triste, je suis seul, ça me rend triste, ça me fait pas du bien. Et maintenant, solution. Alors, bureau d'ingénieur, j'aimerais du contact. Où est-ce que je peux avoir du contact? Il y a des clubs, des associations, je peux faire du bénévolat, etc., etc. Puis là, je rencontre des gens. Donc, ma rumination, quelque part, me donne accès à des recherches de solutions qui se transforment en action et donc qui permettent d'améliorer mon sort, en quelque sorte. C'est un petit peu ce que j'ai fait d'ailleurs à travers j'ai fait un petit peu de musique. Là, je suis actuellement dans un groupe de flamenco où
je me trouve un petit peu, je trouve ma place un peu depuis 3-4 ans. Mais c'est absolument ce qu'il faut faire dès qu'on se sent un peu seul. Si on ne réagit pas, en effet, on va être de plus en plus seul et on n'est pas des animaux solitaires. Oui, mais ça, c'est tout à fait. Alors que c'est difficile parce qu'en fait, quand on n'est pas bien, on a tendance à échapper aux gens ou à vouloir s'isoler pour être tranquille, et en même temps on a besoin des autres, on a besoin pour tout le monde a besoin de tout le monde, et c'est ça qui est un peu quand on est un petit peu fragile ou un petit peu, c'est difficile parce que on va vers les autres tout en restant un peu à sa place, et ce qui est bien aussi parce que ça permet aussi de se protéger, d'aller n'importe où. Ou des fois ça peut être aussi problématique, donc c'est pas ça. Et oui, mais il y a un mot que j'aime beaucoup, c'est le juste milieu. C'est toujours de trouver la bonne distance entre la solitude dont on a besoin, parce que contrairement à ce qu'on croit, c'est quand même quand on est seul qu'on est le plus proche de soi et le plus clair avec soi-même, et puis ce besoin de se relier aux autres. On va laisser Yves-Alexandre Thalmann conclure, mais merci en tout cas Carole de ce témoignage qui éclairera aussi beaucoup de personnes, parce que ce que vous dites, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à ruminer et plutôt du côté du noir que du blanc. Yves-Alexandre Thalmann, quels seraient les conseils que vous pourriez donner justement, parce qu'on entend bien que c'est compliqué pour les gens d'abord déjà d'accepter cette capacité à vagabonder sans arrêt. Oui, je crois que c'était aussi ce que vous disiez en entrée dans l'émission. C'est déjà de se réconcilier avec notre propre capacité à ruminer, parce que peut-être qu'on s'est laissé dire, on a lu, on a entendu que c'était une sorte de parasite de l'esprit ou même d'un bug, et puis qu'il se serait bien de ne pas ruminer ou je ne sais quoi. Puis alors, si on fait ça, on résiste, et plus on résiste, évidemment, plus on alimente ces mécanismes et les émotions qui l'accompagnent. Donc, d'essayer de voir la chose sous l'autre point de vue, de se dire, si l'évolution, au fil des générations, des siècles, des millénaires, nous a doté de cette capacité, a doté notre cerveau de cette capacité, c'est sans doute pas pour rien. Et si on y réfléchit, nous les êtres humains, on peut améliorer nos actions, non pas sur le moment quand on est en train d'agir, mais on peut revenir après coup, on peut repenser, on peut se projeter dans l'avenir, ce qui apparemment est la prérogative que seuls les êtres humains ont à notre connaissance. Donc c'est vraiment un atout. Et alors la question devient maintenant comment je peux vraiment transformer ces ruminations qui peuvent me faire du mal en atout pour trouver de meilleures solutions, pour m'adapter, pour aller de l'avant, pour réaliser mes objectifs. Et puis ça, c'est effectivement ce qui nous permet de réhabiliter, de transformer en alliés toutes ces pensées qui apparaissent, on va dire, en permanence dans notre esprit. En tout cas, vous aurez des pistes dans ce livre Éloge des ruminations mentales aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup Yves-Alexandre Thalmann. Demain, on sera avec Christian Jamin. On va parler des douleurs féminines. Et tout de suite, vous retrouvez Marie pour C'est votre avenir. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, c'est votre espace de liberté. Et comme toute mesure, bien sûr, je ferai reconnaître d'utilité générale Sud Radio, c'est évident. Vous pouvez dire n'importe quoi, on sera d'accord avec vous. Appelez le 0826 300 300, c'est votre ligne directe pour passer à l'antenne. Sud Radio,